Bonjour à toutes et à tous. Je prends la parole ce soir parce que nous sommes le mercredi 5 août et qu'à 18 h, comme le prévoit l'ordonnance JAF, j'ai appelé mes enfants en visioconférence. Aucune réponse. À 18 h 01, j'ai donc appelé par téléphone. L'appel a directement basculé sur la messagerie. Donc ça me rappelle un peu cette année, une année justement de blocage téléphonique. Mes derniers SMS que je lui ai adressés ont été lus. Les accusés de lecture sont visibles, mais ils restent sans réponse. Donc je ne vais pas multiplier les appels, je ne vais pas me mettre en difficulté, je ne vais pas tomber dans le piège de l'insistance que l'on pourrait ensuite retourner une nouvelle fois contre moi. Donc je constate, je trace, je documente. Parce que ce n'est pas un simple appel manqué. C'est la deuxième visioconférence prévue par l'ordonnance qui ne se met pas en place. Dimanche déjà, l'appel en visio à 18 h n'avait pas pu aboutir. Et ce soir, mercredi, ça recommence. L'ordonnance du 16 juillet 2026 prévoit pourtant expressément des échanges en visioconférence, non pas par téléphone, mais en visioconférence, les mercredis et les dimanches à 18 h, sauf les jours de passage de bras. Il ne s'agit donc pas d'une demande personnelle de ma part, il ne s'agit pas d'un caprice, il ne s'agit pas d'une faveur que l'autre parent pourrait m'accorder ou me refuser. Il s'agit de l'exécution d'une décision judiciaire. Et au-delà de la décision judiciaire, il s'agit du droit de mes enfants à maintenir un lien direct, libre, régulier et sécurisé avec leur mère. C'est précisément ce que je veux expliquer ce soir. Dans ma précédente vidéo, j'ai parlé de l'emprise, des violences conjugales et du contrôle coercitif, sans le nommer. Ce que je vis aujourd'hui en est, selon moi, une continuité. Le contrôle coercitif ne s'arrête pas toujours avec la séparation. Il change de forme. Pendant la vie commune, le contrôle peut passer donc par l'isolement, les reproches, les humiliations, le contrôle des sorties, du travail, du téléphone, de l'argent, du corps, du temps, des relations. Après la séparation, ce contrôle peut passer par autre chose. Il peut passer par les enfants, par les informations non transmises, par les rendez-vous médicaux cachés ou retardés ou non exécutés, par les soins qui ne sont pas suivis ou non effectués, par les frais médicaux non remboursés, par les appels empêchés, par les décisions judiciaires appliquées dans un seul sens, par le fait de transformer chaque demande normale d'un parent en conflit. Et c'est exactement ce que je documente aujourd'hui. J'ai en ma possession un SMS récent dans lequel le père des enfants m'indique en substance qu'il trace les fois où je lui ai permis d'appeler les enfants, mais que lui ne m'autorisera pas à faire la même chose. Cette phrase est centrale, parce qu'elle dit tout. Elle dit que le lien avec mes enfants serait soumis à son autorisation. Or, ce n'est pas à lui de m'autoriser à être leur mère. Ce n'est pas à lui de décider seul si les enfants peuvent ou non me parler. Ce n'est pas à lui de décider si une décision judiciaire s'applique ou non. Le lien avec mes enfants n'est pas une faveur. Ce n'est pas une récompense. Ce n'est pas une permission. Ce n'est pas quelque chose qui dépend du bon vouloir des parents. C'est un droit des enfants. Et c'est un devoir des parents. Et c'est écrit dans une ordonnance de jugement. Je veux aussi faire le lien avec la santé de mes enfants. Donc depuis plusieurs mois, je demande des informations médicales, scolaires, dentaires, orthodontiques, psychologiques. Je les fais par message. Je les fais par lettre recommandée. Je les fais dans mes pièces. Je les fais dans mes démarches judiciaires. Et là encore, on me renvoie l'image d'une mère qui en ferait trop. On me reproche en substance de multiplier les professionnels comme si je faisais du tourisme médical. Quand je dis on me reproche, pour le moment c'est juste le père.
Mais les consultations réalisées pendant les vacances n'ont pas révélé du vide. Elles ont permis d'identifier ou de confirmer des besoins réels. Donc des soins dentaires, des besoins dermatologiques, des carences, des besoins d'orthopédie, des rappels vaccinaux, des besoins orthodontiques, un besoin ORL ou allergologue et un besoin d'accompagnement psychologique pour mes enfants. Je ne vais pas exposer ici le détail intime de la santé de mes enfants, mais je veux dire une chose très claire. Faire soigner ses enfants, ce n'est pas créer du conflit. Demander des informations médicales, ce n'est pas harceler. Demander les coordonnées d'un médecin, ce n'est pas être intrusif. Demander un suivi psychologique lorsqu'un enfant en exprime le besoin, ce n'est pas attaquer l'autre parent. C'est exercer son rôle de parent. L'autorité parentale conjointe implique que les deux parents soient informés. Elle implique que les décisions importantes concernant la santé, la scolarité et l'organisation de vie des enfants soient prises avec un minimum de concertation. Elle implique aussi que les enfants puissent échanger avec chacun de leurs parents. Quand un parent se retrouve obligé de demander pendant des mois les coordonnées d'un dentiste, d'un orthodontiste, d'un ORL, d'un professionnel de santé, ce n'est pas une coparentalité. C'est une rétention d'informations. Quand un parent doit écrire, relancer, envoyer des lettres recommandées, demander encore et encore les mêmes informations, ce n'est pas une communication parentale normale. C'est une entrave. Et quand en plus les appels prévus par l'ordonnance de jugement ne sont pas permis, on n'est plus seulement dans une difficulté d'organisation. On est tout simplement dans la poursuite de la rupture de lien. Je veux aussi parler du suivi psychologique. Je resterai volontairement prudente parce que la parole des enfants doit être protégée. Je ne vais donc pas exposer publiquement ce qui appartient à leur intimité. Mais je peux dire ceci. Lorsqu'un enfant exprime un besoin d'être accompagné, lorsqu'il manifeste le souhait d'avoir un espace de parole, la réponse d'un parent ne devrait jamais être un refus de principe. Un enfant a le droit d'être entendu. Un enfant a le droit d'être accompagné. Un enfant a le droit de déposer ce qu'il ressent auprès d'un professionnel. Ce n'est pas à nous, parents, de confisquer cette parole. Ce n'est pas à nous de l'orienter et ce n'est pas à nous de l'éteindre. Notre rôle, c'est de permettre qu'elle soit accueillie dans un cadre professionnel, neutre et protecteur. Aujourd'hui, le suivi psychologique est suspendu parce que le père s'y oppose. La psychologue va établir un écrit sur ce qu'elle a pu constater lors des séances de bilan. Je vais donc continuer à agir par les voies adaptées. Je ne mène pas d'enquête moi-même, je ne force pas la parole. Je ne publie pas l'intimité de mes enfants. Je saisis les professionnels compétents. Je documente. J'informe dans le cas de l'autorité parentale et je protège. C'est ça ma responsabilité. Je veux également aborder la question des frais. Donc l'ordonnance prévoit le partage par moitié de certains frais relatifs aux enfants, notamment les frais de santé non remboursés dans les conditions prévues par la décision. J'ai avancé les frais. J'ai transmis les justificatifs. J'ai demandé le remboursement de la moitié de ce qui reste à charge. Il m'est répondu que tout serait pris en charge par la CPAM. Très bien. Dans ce cas, je demande le décompte des remboursements. Parce que si les remboursements sont versés sur le compte du père, je n'ai pas à supporter seul des frais qui, lui, sont ensuite remboursés. Là encore, ce n'est pas une question d'argent pour l'argent. C'est une question de responsabilité parentale. La santé des enfants a un coût. Les soins ont un coût. Les déplacements ont un coût. Les courriers recommandés ont un coût. Les procédures ont un coût. Et une mère ne devrait pas être financièrement épuisée simplement parce qu'elle essaye de faire soigner ses enfants et de faire respecter ses droits. Donc j'avais fixé un délai au 6 août pour le remboursement demandé. Comme je vous l'ai précisé par message, à défaut, je prendrai les voies utiles, dans le cadre légal évidemment,
pour faire valoir mes droits, notamment par le biais d'un commissaire de justice. Là encore, calmement, factuellement et avec les justificatifs. Je veux que cette vidéo soit bien comprise. Je ne suis pas en train d'appeler à la haine. Je ne suis pas en train de régler des comptes. Je suis juste en train, de montrer un mécanisme. Un mécanisme qui consiste à dire, tu peux voir les enfants quand je l'autorise. Tu peux leur parler quand je le décide. Tu peux avoir des informations si je veux bien les transmettre. Tu peux demander des soins, mais je peux les bloquer. Tu peux avancer les frais, mais je ne peux pas répondre. Tu peux avoir une ordonnance, mais encore faut-il que je l'applique. Voilà ce que j'appelle le contrôle post-séparation. Et voilà pourquoi je fais le lien avec les violences conjugales et l'emprise. Parce que lorsqu'on sort d'une relation d'emprise, on pense parfois que la séparation met fin au contrôle. Mais quand il y a des enfants, le contrôle peut continuer autrement. Il peut continuer à travers le calendrier, à travers les appels, les soins, les frais, l'école, les informations, à travers chaque point de contact obligatoire entre les parents. Et c'est précisément pour ça qu'il faut documenter. Il ne faut pas hurler, il ne faut pas insulter, il ne faut pas menacer. Documenter. Un appel à 18h, aucune réponse. Un appel téléphonique à 18h01, messagerie directe. Des SMS lus, pas de réponse. Une ordonnance qui prévoit une visioconférence, un lien qui ne se met pas en place, des frais avancés, des justificatifs transmis, pas de remboursement, des besoins médicaux identifiés, des informations demandées, des réponses insuffisantes ou absentes. Voilà ce que je fais. Je trace, parce qu'un jour, il faudra que tout cela soit regardé dans son ensemble. Je vais donc agir rapidement. En attendant la cour d'appel, je vais étudier une nouvelle saisine en référé JAF, parce qu'une décision judiciaire qui prévoit des appels visio doit être respectée. Et pareil, une décision judiciaire qui prévoit le remboursement des frais médicaux doit également être respectée. Je vais donc continuer à demander que les enfants aient un espace de parole professionnel. Je vais continuer à demander les informations médicales et scolaires auxquelles j'ai droit. Je vais continuer à demander le remboursement des frais dus dans le respect de l'ordonnance. Je vais continuer à documenter chaque absence de réponse. Je vais continuer à le faire avec ma ligne, les faits, les pièces, la vérité, la dignité. Encore une fois, je ne demande pas que l'on me croie sur parole. Je demande que l'on regarde les éléments. Ce soir, mercredi 5 août, la visioconférence n'a pas eu lieu. Je n'ai pas pu parler à mes enfants. Et je veux que chacun comprenne ceci. Le lien avec mes enfants n'est pas une faveur. C'est un droit, c'est un besoin, c'est un repère, c'est une sécurité affective. Et je continuerai à me battre pour qu'il soit respecté. Avant de terminer, je veux aussi avoir une pensée pour toutes les personnes qui me suivent. Celles et ceux qui regardent mes vidéos, celles et ceux qui commentent, celles et ceux qui partagent, celles et ceux qui m'écrivent en privé, celles et ceux qui confient leur histoire, parfois avec énormément de pudeur, de douleur et de courage. Vos messages me touchent profondément. Ils me rappellent que je ne suis pas seule. Ils me rappellent aussi que mon histoire n'est pas isolée. Depuis que je parle, je reçois des témoignages de mères, de pères, de grands-parents, de femmes victimes de violences conjugales, d'hommes victimes d'emprise, de parents privés de lien avec leurs enfants, de personnes qui se battent dans le silence depuis des années. Et je veux vous dire merci. Merci de me lire. Merci de me croire. Merci de témoigner. Merci de partager vos parcours. Merci de faire exister cette parole collective. Parce que plus nous parlons, plus ces mécanismes deviennent visibles. La rupture de lien, le contrôle post-séparation, les décisions non respectées, les enfants placés au milieu, les victimes
retourner en accusé, les frais judiciaires qui épuisent, les procédures qui durent, la nécessité de tout prouver, tout tracer, tout documenter. Je vais donc continuer à parler, je vais continuer à documenter, je vais continuer à porter cette parole avec les faits, les pièces, la vérité et la dignité. Mais pour que cette parole circule, j'ai besoin de vous. Si mes vidéos vous parlent, partagez-les. Si vous connaissez quelqu'un qui vit une situation similaire, envoyez-lui. Si vous pensez que ces mécanismes doivent être mieux compris, relayez. J'ai aussi besoin que vous vous abonniez à ma chaîne YouTube. Sur Facebook, mes vidéos sont beaucoup vues. Mais YouTube me permet de construire un espace plus durable, plus organisé, plus accessible, où les vidéos peuvent rester, être retrouvées, être partagées et servir de trace. C'est une véritable bibliothèque qui est en train de se construire. S'abonner, c'est gratuit. Mais pour moi, cela compte déjà énormément. Cela donne de la visibilité à cette parole. Cela permet à d'autres parents, à d'autres victimes, à d'autres personnes isolées de tomber sur ces témoignages et de comprendre qu'elles ne sont pas seules. Donc si vous voulez m'aider concrètement, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez la petite cloche, commentez avec respect et partagez les vidéos. Je veux aussi rappeler que ma cagnotte Litchi est toujours ouverte. Les frais de justice sont lourds. Les procédures coûtent cher. Les courriers recommandés, les impressions, les déplacements, les consultations, les démarches, les appels, tout cela représente une charge énorme. Je ne demande pas de gros dons. Même 1 euro peut faire la différence. Parce que 1 euro, 5 euros, 10 euros, mis bout à bout, peuvent permettre de financer un courrier, une impression, un déplacement, une démarche, une consultation, une partie de ma défense. Je sais que beaucoup de personnes traversent elles-mêmes des difficultés. Je ne veux mettre personne mal à l'aise. Si vous ne pouvez pas donner, un partage m'aide déjà énormément. Si vous pouvez donner 1 euro, cela compte. Si vous pouvez partager la cagnotte, cela compte aussi. Chaque geste compte. Je ne suis plus seule et vous non plus. Merci à toutes celles et ceux qui sont là, qui restent, qui partagent, qui témoignent, qui soutiennent et qui nous rejoignent. Merci de m'aider à transformer cette douleur en parole. Merci de m'aider à transformer cette parole en trace. Merci de m'aider à transformer cette trace en force collective. Le lien avec mes enfants n'est pas une faveur. La parole des victimes n'est pas un problème. Et notre silence ne doit plus être la condition du confort des autres. Alors, merci d'être là. Je vous le rappelle, je refuse de me taire. Et ensemble, nous ne devons plus nous taire. À très bientôt, je vous embrasse.